Bonjour Victor. Bonjour Boris. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet d'actualité, mais qui est d'actualité depuis longtemps aussi, qui est pourquoi vieillit-on? Et en fait, de façon liée, euh, est-ce qu'on n'est pas victime d'une obsolescence programmée? Alors, on a parlé dans des podcasts précédents d'espérance de vie en bonne santé, d'espérance de vie tout court. On a parlé de longévité, donc on ne va pas revenir sur ces concepts qu'on a largement déployés. On a parlé de limite d'espèce, qu'on a rapproché de la notion de longévité. Et le fait est que nous vieillissons tous, et ce vieillissement est aujourd'hui en tous les cas inéluctable. On le constate physiquement, on le constate aussi médicalement. Et donc, on va s'attaquer à ce vieillissement programmé dans ce podcast. Victor, est-ce que tu peux d'abord nous faire un rappel sur ce qu'on appelle le vieillissement à l'échelle de l'individu? Alors, le vieillissement à l'échelle de l'individu, c'est un ensemble de changements de caractéristiques de l'organisme qui est très stable d'un individu à l'autre. Par exemple, les poils et les cheveux qui deviennent blancs, une certaine fonte de la masse musculaire, une diminution de la fonction de certains organes, un certain ralentissement pour des tâches. Donc cet ensemble de changements de caractéristiques qu'on retrouve chez tous les membres d'une espèce est appelé le vieillissement. Et comme tu le disais, pour le moment, il est inéluctable. Est-ce qu'on peut dire que le vieillissement se traduit aussi, alors indirectement, par une plus grande fragilité, c'est-à-dire en fait un défaut d'adaptation, une diminution d'adaptation à un environnement changeant, à une situation un peu aiguë comme une infection qui jusque-là n'aurait pas posé de problème? Et oui, au cours du vieillissement, la marge de manœuvre de l'ensemble de nos organes diminue. La limite à partir de laquelle ils commencent à devenir défaillants va être de plus en plus rapprochée et donc de plus en plus facilement franchie en cas de stress important, comme une infection. Maintenant, on va zoomer un peu, on va passer à l'échelle de nos cellules. Est-ce que nos cellules vieillissent? Et oui, nos cellules vieillissent aussi à leur niveau. Donc ce qu'on observe, c'est qu'à partir d'un certain nombre de divisions, on sait qu'elles se divisent toute leur vie, par certaines comme les neurones, qui sont des cellules très particulières, mais sinon les autres cellules se divisent tout au long de leur vie, et à partir d'un certain moment, elles n'arrivent plus à se diviser. Et donc il y a des mécanismes génétiques sous-jacents qui en sont la cause. Et on voit aussi qu'au fur et à mesure de leur vieillissement, les cellules ont de plus en plus de mal à fabriquer de l'énergie. Et on sait que toutes les fonctions des cellules nécessitent énormément d'énergie, que ce soit au niveau du noyau, mais au niveau de toutes leurs fonctions, par exemple les fonctions de filtration pour les cellules rénales, les fonctions de contraction pour les cellules musculaires, les fonctions d'épuration et de réaction chimique pour les cellules du foie. Toutes ces réactions demandent beaucoup d'énergie et la production d'énergie dans la cellule va diminuer avec l'âge. Et donc l'exercice de leur fonction par les cellules va également diminuer. C'est ce qu'on observe au cours du vieillissement des cellules, des problèmes pour se diviser et des problèmes pour réaliser leur fonction. Également, un autre phénomène que l'on observe est la sénescence. En fait, quand la cellule rentre dans un état sénescent, elle devient non fonctionnelle et elle va rester dans le tissu. Elle ne va pas utiliser son programme de suicide en bonne santé, que l'on appelle l'apoptose. Normalement, une cellule, quand elle vieillit et qu'elle n'est plus fonctionnelle, elle va rentrer en apoptose, ce qui est une sorte de suicide programmé et qui va permettre de faire de la place dans le tissu pour de nouvelles cellules. Et bien, avec l'âge, certaines cellules n'activent pas cette apoptose et vont rentrer en sénescence et deviennent donc non fonctionnelles et vont participer un petit peu à cette baisse de fonction de l'organe qui va se retrouver avec des cellules qui ne marchent plus. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'autophagie? Tu parlais des mitochondries tout à l'heure, qui sont nos usines à produire de l'énergie, qui fonctionnent moins bien avec l'âge. Juste un petit mot sur l'autophagie, peut-être celle qui est en tout cas liée aux mitochondries? Au cours du vieillissement de certaines cellules, et quand elles deviennent sénescentes, il peut arriver qu'elles finissent par digérer certains de leurs organelles qui ne fonctionnent plus, ou même que des cellules adjacentes, encore fonctionnelles, viennent digérer des cellules sénescentes. En fait, elles vont aller manger ces cellules sénescentes pour fabriquer de l'énergie et pour trouver des nutriments. Très bien, très bien. Donc oui, on parle de l'autophagie parce que c'est un phénomène qui est très important pour la longévité, dont on a déjà parlé dans certains podcasts et qu'on sera amené à détailler aussi un peu plus tard. L'autophagie, en fait, décrit toutes ces réactions de cellules qui vont se digérer elles-mêmes, que ce soit une cellule qui en digère une autre ou que ce soit une cellule qui digère ses propres organelles.
Un bon nettoyage en clair. Alors, est-ce que nos gènes, notre ADN vieillit lui aussi? Et oui, bien sûr, notre ADN vieillit et c'est probablement une des causes fondamentales de ce qu'on voit au niveau de la cellule et de ce qu'on voit au niveau de l'organisme. Donc il y a tout un tas de réactions qui vont se passer au niveau de l'ADN, notamment les méthylations et aussi des changements de place d'histones. Les histones sont des protéines qui viennent impacter un petit peu l'ADN pour le rendre plus résistant et qui viennent impacter les parties de l'ADN qui ne servent pas directement à la cellule en question. Par exemple, une cellule de rein va probablement placer ses histones au niveau des gènes qui servent pour une cellule du foie. C'est des gènes qui ne vont pas servir à cette cellule du rein, et par contre, les gènes qui servent à cette cellule du rein, eux, vont être désimpactés pour permettre la lecture et l'expression de ces gènes, puis la production des protéines qui vont servir à la cellule rénale. Donc, ces histones, eh ben, au cours du vieillissement, ils vont se déplacer, ils vont impacter des régions différentes de l'ADN, des fois avec des erreurs, donc ils vont impacter des mauvaises régions, ce qui vont empêcher la cellule d'exercer ses fonctions proprement. Et puis les méthylations, qui sont des réactions chimiques qui interviennent au niveau de l'ADN, elles aussi vont gêner la lecture des gènes, et ces méthylations vont changer la manière dont l'ADN peut être lu. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours du vieillissement, il y a des méthylations sur l'ADN qui surviennent à des endroits très stables d'un individu à l'autre. Et tellement stable et tellement lié au vieillissement qu'on parle même des fois d'horloge génétique. Parce qu'on va retrouver exactement les mêmes méthylations à différents âges de la vie. En tout cas, d'âge biologique, pas d'âge chronologique. On peut des fois voir des gens qui ont le même âge biologique, alors que leur âge chronologique va être différent. Par exemple, 45 ans et 55 ans. Et donc, ce qui est important de rappeler, c'est que l'ADN est exactement le même pour un fœtus et pour un vieillard. C'est exactement le même code. Mais ce qui va changer, c'est ces méthylations sur l'ADN qui vont faire que l'ADN va être lu d'une manière différente, qui va permettre de faire un fœtus ou un vieillard. Mais avec un ADN de vieillard, il y a toutes les informations nécessaires pour faire un fœtus. C'est ça qui est incroyable, hein. On garde le même programme du début jusqu'à la fin, de la fécondation jusqu'à la mort. On a le même programme. Et dans presque toutes les cellules du corps, certaines en fait n'ont plus d'ADN, mais c'est rare, on a ce programme partout. Et c'est incroyable de voir à quel point il est exprimé différemment au cours de la vie, et puis même d'un organe à un autre. C'est quand même incroyable. C'est ça, et en fait, ces méthylations, qui viennent s'installer comme une horloge, elles vont changer la manière dont ce programme est lu et le résultat qu'on va avoir au niveau de l'organisme. Alors, on parle souvent de sirtuines et de télomères. Les télomères, c'était très à la mode, peut-être un peu moins maintenant. Les sirtuines, c'est très à la mode actuellement. On va commencer par les sirtuines. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les sirtuines très rapidement, hein, de façon très simple, et en quoi est-ce qu'elles sont utiles et bénéfiques pour nous? Alors les sirtuines sont des petites protéines dans le noyau qui viennent réparer l'ADN quand il est méthylé à des mauvais endroits. Donc elles vont permettre d'aller contrer toutes ces méthylations qui peuvent survenir de manière un petit peu anarchique. Elles vont les retirer et permettre à l'ADN de suivre son programme de manière normale. Et donc le fonctionnement des sirtuines, il est optimal. Ce qui nous intéresse beaucoup chez Sequoia, c'est que le fonctionnement des sirtuines, il est optimal dans les phases de jeûne métabolique. C'est-à-dire quand la cellule n'est pas assaillie par des quantités de nutriments qui viennent à elle. Donc dans ces phases de jeûne, notamment pendant la cétogénèse, c'est là que les sirtuines fonctionnent le mieux. Alors, bon, on parlait de l'effet réparateur des sirtuines. On sait aussi que certaines sirtuines peuvent participer à la cancérogénèse, donc les choses sont sans doute un petit peu plus compliquées que gentilles sirtuines et méchantes méthylations, mais pour simplifier un petit peu, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, donc, deuxième star du vieillissement ou de la longévité cellulaire, les télomères. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait en quoi ça consiste, mais très simplement, et puis quelle est leur implication dans la longévité, ou plutôt là, en l'occurrence, dans le vieillissement? Alors, les télomères, en fait, ce sont des capuchons d'ADN qui sont au bout des chromosomes. Et on sait que quand la cellule se divise, à chaque fois, elle va raccourcir un petit peu, lors de sa division, elle va raccourcir un petit peu son télomère. Et ce télomère-là, il n'est pas... Enfin, la longueur initiale n'est pas reproduite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la cellule va se diviser, puis se diviser, puis se diviser, le télomère va se raccourcir de plus en plus
jusqu'au moment où ce télomère sera complètement raccourci et qu'il aura disparu. Et à ce moment-là, il va y avoir une déstabilisation de l'ADN et la cellule n'arrivera plus à se diviser. C'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick. Et donc cette limite de Hayflick est une des limites qui permet aussi d'éviter les cancers. On sait que les cancers, c'est des cellules qui se divisent beaucoup trop, énormément, qu'il n'y a plus aucun contrôle sur les divisions et donc qui vont finir par créer des tumeurs. Cette limite de Hayflick va en théorie empêcher les cellules de se cancériser. Alors les cancers surviennent quand même, hein, mais c'est que les cancers qui surviennent quand même, en fait, c'est les cellules cancéreuses ont trouvé un moyen de réallonger les télomères. Donc elles ont créé des protéines qui permettent de refaire les télomères pour pouvoir continuer à se diviser. Donc le télomère, on va dire que c'est une arme à double tranchant parce qu'elle permet de lutter contre le cancer, mais en même temps, ces télomères créent une obsolescence programmée pour nos cellules. Et donc, ils participent à notre vieillissement et à la sénescence de nos cellules. Parfois, on les compare un peu à des plaquettes de frein. Alors, si ce n'est que là, en l'occurrence, quand on n'a plus de plaquettes, on ne peut plus freiner et donc, quelque part, on accélère. Là, c'est le contraire. Mais bon, mais voilà, c'est comme des plaquettes de frein qui s'amincissent à chaque fois qu'on les utilise. Donc, à chaque fois que la cellule se multiplie par division. Et voilà, jusqu'à un moment où il n'y en a plus, quoi. Hein. C'est ça. Alors du coup, est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ça? Parce que tu as dit qu'il y avait des armes à double tranchant, hein, les sirtuines ont plein d'effets bénéfiques, mais elles peuvent participer à cancériser des cellules. Les télomères, on a envie de les maintenir en bon état pour que les cellules puissent se diviser un petit peu plus longtemps. Néanmoins, bon, c'est important pour lutter contre les cancers. Du coup, en termes de vieillissement et de ses implications, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des principaux points du vieillissement? On l'a vu, hein, au niveau de l'individu, le vieillissement, il agit un petit peu comme une maladie généralisée qui va toucher à peu près tous les tissus. Et donc le vieillissement au niveau de l'individu, c'est quelque chose que personne ne souhaite. Hein. Si on avait la possibilité de rester jeune toute notre vie, on s'éviterait bien des soucis. Mais cette maladie, elle est quasiment programmée au niveau de notre ADN. Et donc même si notre ADN a toutes les informations pour faire un individu jeune, il y a des réactions qu'on appelle les méthylations qui vont survenir et qui vont faire que des parties différentes de l'ADN vont s'exprimer et on va observer un vieillissement qui va se traduire d'abord au niveau de la cellule, puis ensuite au niveau de l'organisme. Ces mécanismes d'éméthylation, ils sont contrés par des protéines dans le noyau qu'on appelle les sirtuines. Ces sirtuines vont survenir en réaction à ces méthylations qui peuvent survenir de manière un petit peu anarchique sur l'ADN pour venir réparer l'ADN. Et ces sirtuines agissent au mieux en situation de gêne métabolique. Donc c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que nos modes de vie modernes suppriment ces situations de gêne métabolique avec les multiples repas tous les jours, les grignotages. Et la deuxième chose, on a des télomères qui se raccourcissent à chacune des divisions cellulaires et qui peuvent entraîner la sénescence de nos cellules, mais en même temps qui nous protègent de multiples cancers. Donc cette vision, évidemment, elle est simpliste, mais c'est important de garder des choses simples pour se faire des bonnes idées des problèmes que l'on rencontre au cours du vieillissement. Et donc il y a de nombreux mécanismes qui nous font vieillir, mais qui également sont protecteurs pour nous. Je pense que c'est important d'en parler à ce stade, mais chez l'animal, on a réussi avec certaines expériences, et notamment certaines manipulations génétiques, à faire redevenir jeunes des souris qui étaient vieilles et à allonger nettement leur longévité. On le rappelle, on n'est pas des souris, mais en tout cas, il est très probable que le vieillissement ne soit pas aussi inéluctable qu'on le pense. En tout cas, c'est ce qu'on a prouvé à de multiples reprises chez l'animal. Et donc, c'est quelque chose que nous allons suivre de très près chez Sequoia Santé et dont on ne manquera pas de vous tenir informé. Et donc, en attendant de trouver des solutions un peu miraculeuses qui permettraient de stopper ou même de revenir en arrière sur le vieillissement, vu qu'on a toutes les informations, comme tu nous le dis, depuis notre conception la plus précoce jusqu'à la fin, et dans la quasi-totalité de nos cellules, et selon des lois biologiques, donc du coup universelles, hein, néanmoins, on sait déjà que nos comportements peuvent accélérer ou ralentir ce vieillissement. Tu as parlé
de l'autophagie, tu as parlé de l'action des sirtuines, tu as parlé donc de ces actions comme étant possibles dans des périodes de cétogénèse, alors soit grâce au régime cétogène, mais plus encore, et bien plus encore, grâce au jeûne, la cétogénèse de jeûne. Hein, on parle dans un podcast justement de la cétogénèse, et donc ces deux types de cétogénèse finalement assez différentes, eh bien, qui nous permet précisément de ralentir le vieillissement. Mais ça, on en reparlera dans un prochain podcast où on s'attardera sur les comportements qui permettent de ralentir le vieillissement et puis ceux qu'il faut éviter parce qu'ils accélèrent ce fameux vieillissement. Voilà, eh bien merci beaucoup Victor pour toutes ces précisions. Merci Boris. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. En attendant, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et d'ici là, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. N'hésitez pas à télécharger l'e-book qu'on a co-rédigé avec Victor et à vous abonner à notre newsletter. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.